le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois d'août. Alors j'essaye de gérer la luminosité, ce qui a été un petit peu compliqué, je dois avouer, parce que si je la ouvre en grand, alors là, on est blindé de lumière et on voit tout blanc. Et quand je ferme trop, ben, c'est tout noir, voilà. Donc j'ai jaugé un petit peu avec le rideau, donc j'espère que ça va aller au niveau de luminosité. Voilà, je suis désolée, mais ça y est, on est en été et il fait grand soleil chez moi. Voilà, 40 degrés, tout ce que vous voulez. En plus là, du coup, j'ai rouvert un petit peu, donc la chaleur va bien rentrer, on va tous mourir. On va y arriver. Allez, alors ce mois d'août, il y a quand même pas mal de sorties. Bon, ben, comme à chaque fois, de toute façon. Même en juillet, il y en a qui trouvaient pas de sorties. Moi, j'en ai quand même réussi à en trouver pas mal. Donc, voilà. Mais au mois d'août, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Je crois que j'étais pareil, comme souvent, dans les 60 livres. Et puis, j'ai réussi à réduire dans la vingtaine de livres. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, début août, il n'y a pas trop de sorties. On va commencer directement avec le 14 août, où va sortir Le Livre des Glaces, le tome 3, La Fille de la Lune, de Mark Lawrence, aux éditions Brajlon. Donc les 3 tomes sont sortis en poche. Je ne vous refais pas un résumé justement parce que c'est un tome 3. Donc voilà, quand c'est les suites de saga, je vous dis juste que le tome 3 est sorti en poche. On peut se lancer pour un moindre prix parce que là, j'ai l'ordinateur allumé sur Amazon et je vois 30 € le brochet. Le 14 août va sortir Tenir debout de Melissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. Jusqu'où peut-on aimer jusqu'à s'oublier. Le nouveau roman de Melissa d'Acosta nous plonge au cœur de l'intimité d'un couple en miettes, affronte avec une force inouïe la réalité de l'amour, du désespoir, de la soif de vivre malgré les épreuves. Voilà, donc Melissa d'Acosta, pour l'instant, je n'ai pas été déçue de cet auteur, donc je me le note. Et par contre, j'attendrai la sortie poche, parce que pour l'instant, les Melissa d'Acosta, je les ai en poche. Donc je pense que c'est une auteure que je prendrai tous ses livres en poche. Mais ça veut dire qu'il va me falloir attendre sûrement plus d'1 an. Voilà, mais on va patienter. On est patient. On continue avec le 14 août où va sortir Bring Me Your Midnight aux éditions Big Bang de Rachel Griffin. La couverture est vraiment magnifique. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, si c'est une couverture qui va rester telle qu'elle en français, mais en tout cas, elle est très belle comme elle est. Doux, tel le thé magique apaisant. Donne ton pouvoir à l'océan. S'il se retourne, s'il te pourchasse, ta faiblesse assurera ta perte. Doux, telle la joie magique éclatante. Tu ne peux arrêter la mer violente. Le destin de Tana est tout tracé depuis sa naissance. Son mariage avec Landon, le fils du gouverneur, scellera une alliance sans précédent entre les sorciers de son île et les habitants hostiles du continent. Donc voilà, un mariage comme souvent. Pour maintenir la paix, le couvent de Tana libère une partie de la magie dans l'océan à chaque pleine lune. Le jour où Tana manque ce rituel, elle ne peut se confier à personne. C'est alors qu'elle rencontre Wolf. Wolf, qui prétend appartenir à un coven pratiquant une magie interdite, est le seul à pouvoir l'aider. Donc déjà, moi, ce côté, voilà, une magie interdite m'attire beaucoup. Il lui enseigne sa magie et pour la première fois, Tana se sent puissante. Tandis que la mer devient de plus en plus agitée, les sorciers perdent le contrôle des courants, ce qui met en péril l'Alliance et l'île elle-même. Tana doit alors choisir entre amour et devoir. Épouser Landon garantit la paix, mais perdre Wolf pourrait lui coûter tout le reste. C'est pas vraiment un triangle amoureux parce qu'il n'y a pas vraiment d'amour avec Landon, mais voilà, ça va faire un triangle où elle va devoir choisir entre la raison ou le cœur. Donc ça peut être pas mal. On reste le 14 août où va sortir La forêt des étoiles disparues de Christine Armel aux éditions Hauteville. Donc les auditions Hauteville, je les vois beaucoup tourner, ils sortent de belles sorties, mais je n'ai toujours pas craqué, donc voilà, il serait temps. Elle a pris dans ses bras le bébé, qui ne crie pas. Le blottit contre ses courbes fragiles et est ressorti par la fenêtre en redescendant le long de la barre métallique avant de se laisser tomber au sol sans un bruit. Dépli du manteau de Jérusa, l'enfant regarde sans rien dire, ses yeux verrons ouverts en grand, alors que Berlin disparaissait derrière elle et que la forêt au nord les engloutissait tout entier. Yona a été dérobée par sa famille alors qu'elle n'avait que 2 ans. Depuis, elle vit dans une forêt d'Europe de l'Est coupée du monde, avec pour seule compagnie Jérusa, la très vieille femme qui l'a enlevée. Sans raison apparente avant de l'élever. Elle lui a enseigné tout ce qu'elle sait, lire, écrire, prier, survivre. Elle lui fixe une règle, ne jamais quitter la forêt, ne jamais entrer en contact avec la société. Mais en 41, alors que Jérusa décède et que les avions de Luftwaffe survolent les bois, Yona décide de briser l'interdit. Elle ignore encore pourquoi Jérusa l'a arrachée au monde, mais quand des dizaines de juifs fuyant les nazis croisent sa route, elle en comprend enfin la raison. Elle seule peut les sauver. Voilà. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie et ça me laisse très curieuse et ça me tente bien. Donc je vais voir les retours et peut-être que ce sera le premier Hauteville que je découvrirai. Qui sait?
On passe au 21 août où va sortir La liberté est une île lointaine de Eleanor Scherrer. On est dans les Caraïbes en 1834. L'esclavage a été aboli, sauf que Rachel a encore 6 longues années à devoir travailler pour les propriétaires. Mais bon, elle n'envisage pas de rêver liberté sans connaître le sort de ses enfants. Un soir de révolte, malgré la peur, elle décide de s'échapper et pour retracer le parcours et pour savoir ce que sont devenus ses enfants. Voilà, donc ça a l'air très beau, d'une poésie saisissante. La liberté est une île lointaine, nous transporte au cœur de la quête extraordinaire d'une mère. Voilà, moi ça m'attire énormément. Donc je vais voir les retours et puis voilà, je vais le rajouter à la liste des Charleston que j'aimerais me procurer. Le 21 août va sortir Le dernier voyage de Momoko Hidaka aux éditions Nami, écrit par Chisako Wakata. Donc à 24 ans, Momoko s'est installée dans la grande ville à Tokyo pour fuir les contraintes de sa vie à la campagne. Et sans y prendre garde, elle a pris le chemin pour la société lui a dicté. Mariage, pavillon, enfant. Aujourd'hui, âgée de 74 ans, Momoko est seule. Elle a tout le temps pour penser, aux rêves qu'elle a eus autrefois, à l'amour, à la solitude, à la vieillesse et à la mort. Et alors que se réveillent en elle les voix des êtres chers qui l'ont quittée, elle en vient à se demander ce qu'est réellement le bonheur. Dans ce premier roman au style affirmé, l'auteur dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire entre aspirations déçues et moments de bonheur. On reste avec le 21 août, va sortir Enquête au cœur du bocage normand, le tome 2 du sang dans les pâturages de Daniel-Marie Porrette aux éditions Terre d'Histoire. Je vais vous dire qu'est-ce que fout là ce livre parce que c'est pas trop dans mes habitudes de lecture, mais c'est le côté voilà chevaux, écuries, tout ça qui m'attire là-dedans. Donc c'est un tome 2. Voilà, à voir ce que ça va. Il y a un meurtre à chaque fois, si j'ai bien compris, apparemment à chaque tome il y a un meurtre et il y a une enquête et on est à côté de chevaux. Le 21 août va sortir Quand les oiseaux reviendront de Merja Maki aux éditions Charleston. Alors sur le livre il n'y a pas écrit Charleston, donc c'est peut-être une sous Charleston, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, les ailleurs. Il y a écrit les ailleurs sur le livre, donc je ne sais pas, les ailleurs. Et voilà, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Donc on est en 40, au cœur des forêts enneigées de Sortavala. La jeune Ali se forme au secret d'un métier de guérisseuse, même si elle préfère passer ses journées en mer avec son père. Mais quand la guerre qui oppose la Finlande à son voisin soviétique se solde par l'annexion de sa Carélie natale, il n'est plus question de rêves et de bateaux et de pêche. L'heure est en exil. Tandis que la population se presse au bord des trains, Alice se porte volontaire pour mener le bétail en sûreté. Accompagnée de sa belle-sœur enceinte, elle entreprend alors un long et dangereux périple à travers un territoire rude et glacé. Pareil, ça m'attire beaucoup, voir comment ça va se passer, surtout avec sa belle-sœur enceinte. On passe au 22 août où va sortir Le chemin de la dame de Marie-Noël Pichot aux éditions Gulfstream. On est en 1917, en pleine guerre des tranchées. Sur le chemin de la dame, 2 inséparables soldats de 17 ans partent en mission de ravitaillement. Quand un obus explose, emportant Michel et blessant gravement Antoine, ce dernier comprend qu'il ne sera plus jamais le même. De retour chez lui, aux portes de Bretagne, Antoine retrouve Séraphin, Lucie et Hélène. Le quatuor voit le cours de son existence bouleversé, tandis qu'ils doivent apprendre à vivre sans l'ami, le frère, le fiancé qu'était Michel. Leur village est le théâtre d'obscurs événements. Bétail attaqué, incendie, récolte saccagée. Bien vite, certains habitants accusent Séraphin, dont la mauvaise réputation en fait un coupable idéal. Spectatrice discrète, une louve mystérieuse veille à l'orée de la forêt. Cette gardienne est la seule à savoir ce que cachent vraiment ces troublants méfaits. Et la réponse pourrait bien se trouver dans le bois sacré et ses légendes. Voilà. Fond de guerre, mystère, ça peut être pas mal. Le 22 août va sortir La maison vénéneuse de Raphaël Zamochnikov. Artie a 11 ans et convaincu que sa maison essaie de l'étrangler. Il ne prend pas cette menace à la légère, sa famille est peut-être elle aussi en danger. C'est Paul, le père d'Arthur, qui a tracé les plans de cette bâtisse, la première du lotissement. Et si cela avait bouleversé l'ordre naturel? Sa mère, Catherine, est antiquaire, experte dans le nettoyage des objets anciens. Se doute-t-elle de quelque chose? Avec l'aide de son VTT, de ses copains, de ses cassettes vidéo et de la magnétique Anna, Artie va chercher des réponses à ses questions et vivre l'aventure de sa vie, et perdre à jamais son insouciance. Le 22 août va sortir On n'est plus les gens normaux de Justin Morin aux éditions Manufacture. Donc là on est sur un roman fiction documentaire parce que c'est tiré de faits un peu réels. P fonce avec sa voiture sur la terrasse d'un restaurant. Un adolescent de 13 ans meurt sur le coup. On comptera des dizaines de blessés, alors journaliste Justin Morin couvre le procès. Il rencontre une famille ainsi que la sœur du coupable. La famille, c'est celle de l'adolescente dont les parents réclament justice. Une famille amputée dont le lien se resserre.
À l'issue du procès, le journaliste n'arrive pas à mettre un point final à son récit, alors c'est le romancier qui prend la relève pour tenter de comprendre. Réinventer une histoire familiale, basculer dans la fiction en recréant les personnages de Lisa, la sœur du coupable. Interroger le réel en puisant dans l'imaginaire. Voilà, ça a l'air un roman assez intéressant, assez fort. Voilà, prendre du réel pour broder autour, moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Le 22 août va sortir Après la brume de Estelle Rochitelli aux éditions d'Alva. Donc c'est un premier roman avec une atmosphère assez puissante sur une île de l'Atlantique. Sur cette île battue par les vents, où les falaises plongent dans la mer et où la lande court à perte de vue, c'est entre les femmes que tout s'organise. Les hommes, eux, travaillent en mer et sur le continent. Pour tous, l'île reste un refuge, magnétique et paisible. Pourtant, un jour, pendant une promenade avec sa classe, la petite Raph disparaît dans la brume. Et quand le temps se lève, la fillette reste introuvable. Tandis que les femmes organisent la battue et que l'inquiétude s'installe, la nature alentour se met à résonner d'une histoire troublante et sauvage. Donc voilà, donc une histoire de femmes, d'hommes qui ne sont pas là, donc elles sont obligées plus ou moins d'être soudées et voir un petit peu ce qu'est aussi cette petite fille. Mais c'est vrai que c'est le cheminement des femmes à la recherche et de voir comment elles sont soudées entre elles, qui peut être intéressant parce que souvent, voilà, on les voit pas soudées et là peut-être qu'on va voir des femmes soudées et qui se tiennent main dans la main pour pouvoir avancer ensemble. Le 22 août va sortir Tombée du ciel de Alice Develay aux éditions Iconoclaste. Alice a 14 ans quand elle est internée dans un hôpital. Elle découvre un autre langage, un autre monde fait de blouses blanches et d'insomnie. Comment tombe malade à cet âge-là? Qu'est-ce qui peut conduire un enfant à cesser de s'alimenter? Entre ces murs, où elle subit des traitements révoltants, Alice rencontre d'autres filles comme elle, tombées du ciel. Elle décide de raconter ses vies minuscules dans un cahier. Écrire devient un moyen de ne pas oublier, et surtout de résister. Tombée du ciel est un roman d'amitié, d'adolescence et de révolte. Le 23 août, aux éditions Talon Haut, va sortir La Louve de Antonin Sabot. On est en 1667 dans les Cévennes. À 16 ans, celle qu'on appelle la louve a raison de la peau d'animal dont elle est vêtue vit seule dans la forêt. Comme elle, d'autres exilés ont fui leur village. Leurs familles se sont réfugiées dans les bois. Leur mode de vie rude mais libre est menacé par les autorités qui veulent exploiter la forêt et mettre au pas ces rebelles. Menés par la louve, les exilés choisissent de se battre pour défendre l'existence d'une forêt indépendante et sauvage. Le 23 août va sortir Bienvenue à la librairie Yunam de Borem Ivan aux éditions Philippe Piquet. Elle est rentrée dans sa librairie. Elle se sent bien, son cœur se réjouit, son corps entier se détendait. Elle s'abandonnait au plaisir de retrouver son lieu de travail. La journée commençait. Quand certains ont imaginé le paradis comme une bibliothèque, d'autres choisiront sans hésiter une librairie. En garnissant les rayonnages de sa nouvelle librairie, Yang Zhu y met tout son cœur, comme si elle essayait, avec les livres, de renouer avec une amie perdue, de vue depuis sa jeunesse. Elle répond aux demandes des lecteurs, même les plus surprenants. Elle cherche un livre pour dégeler le cœur et glisse parfois dans les volumes de petites notes de la taille d'une pomme. Qu'elle conclut par « Ce roman m'a donné ce plaisir ». Elle découvre aussi le plaisir d'organiser des rencontres avec les écrivains, d'animer un club de lecture, d'accueillir un atelier d'écriture, de conseiller des livres avec la joie d'éteindre souvent les chagrins avec une heure de lecture. La librairie devient rapidement le cœur battant du petit quartier de Yunnan où se nouent des amitiés, des interrogations sincères sur le sens de la vie et le pouvoir des livres. Un peu cosy, on va dire peut-être, ce pouvoir du livre et tout ça, enfin forcément, un livre dont on parle de livres. Le 28 août va sortir L'Adoption, le tome 5 de Zidrou aux éditions Bambou. Voilà, donc on est sur un tome 5, une adoption, des animaux. Là, le tome 5, c'est Le sourire du plombier. Le 28 août va sortir chez Vent d'Ouest Les Licorniers, le tome 1, Graines de folie de Victor Dixon. Entrée dans un monde magique où le temps s'est arrêté. Romy est envoyée au très strict collège Cornelius suite au décès de sa mère. Jugée trop originale par certains élèves et professeurs, elle décide de s'enfuir un dimanche avant de reprise des cours. Mais son expédition l'amène bien plus loin que prévu, au pays de Fatidi, le 8e jour oublié, caché entre le dimanche soir et le lundi matin. Ce royaume de magie et de sortilège est au bord du cataclysme. Zenitha, la reine tyrannique, veut asservir tous les habitants et enchaîner les derniers licornes sauvages à sa volonté. À moins que ne se lève une nouvelle table ronde, constituée non pas de chevaliers mais de licorniers. Des jeunes gens au cœur pur, capables de s'allier aux farouches licornes pour sauver le royaume. C'est une saga magique qui est prévue en 4 tomes, donc 4 licornes sauvages, 4 adolescents uniques, 4 vertus à maîtriser.
Moi, je trouve que c'est très tentant. Donc, le 28 août va sortir Elisabeth, tome 29, Le rêve de Lottie, de Annie Jay, aux éditions Albin Michel. Voilà, je ne vous peux pas le résumer, c'est un tome 29. Je ne sais pas du tout jusqu'à combien de tomes ça va aller. Mais quand j'ai vu la couverture, forcément, ça m'a attiré l'œil. Voilà. On repart avec le 21 août, où j'ai oublié de vous parler d'une sortie. Donc, c'est le dernier sur la liste de Grégory Singal, aux éditions Grasset. On est en août 44, 37 officiers de renseignement alliés pénètrent au bloc 17 du camp de Buchenwald. Parmi eux, le commandant Forrest-Yeo Thomas, envoyé spécial de Churchill auprès des chefs intérieurs de la résistance, le capitaine Harry Pellevé, chef des réseaux SOE, au Thor, basé en Corrèze, le lieutenant Stefan Hans Hessel, agent de service secret de la France libre. 3 semaines après leur arrêt, le chef du bloc reçoit une première liste d'hommes à exécuter. Avec la complicité de la résistance clandestine du camp, elle-même divisée en factions rivales, les 3 officiers vont mettre en point un plan d'évasion aussi incertain que risqué. Prendre l'identité de cobaye d'un bloc voisin, sacrifié pour la mise au point d'un vaccin contre le typhus. Donc voilà, donc apparemment c'est tiré d'une histoire vraie, d'une mission de sauvetage qui a eu vraiment lieu durant la guerre. Donc à voir un petit peu cette histoire. On repart pour le 28 août avec Le sang d'encre de Néna Labusière aux éditions Rouergue Jeunesse. Dans le royaume de Termélé, un mal mystérieux frappe la cité de Kaloun. Crevasses, gerçures, fissures et écailles recouvrent les corps. Au moindre geste trop brusque, le sang s'écoule, un sang bleu, un sang d'encre. Une épidémie qui frappe au hasard, du plus pauvre au plus riche, du petit mendiant au prince héritier. Olga, fille du peuple de guérisseurs hors pair, est mandatée par le roi pour sauver son fils aîné, quel qu'en soit le prix. L'avenir du royaume en dépend, car le trône est convoité, et de nombreuses familles ne reculeront devant rien pour y asseoir l'un des leurs. Donc c'est un premier tome didactique, de la fantaisie médiévale, fait légendaire, complot, lutte intestine, avec une galerie de personnages féminins absolument fascinants. Voilà, ça a l'air d'être un très bon jeunesse. On continue avec le 29 août où va sortir Hundred Kingdom, le tome 2, La princesse des âmes, de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, c'est Le Royaume assassiné. Et là, donc, sort le tome 2. Apparemment, si j'ai bien compris, ça peut se lire indépendamment l'un de l'autre. Mais bon, comme j'ai le tome 1, je lirai le tome 1. Et puis, je verrai après pour le tome 2. Parce que c'est un livre que je n'ai pas en hardback. Donc, je ne vais pas me jeter dessus. Un bon point pour moi. Et donc là, ça serait une réécriture de réponse celui-ci. Et le tome 1, c'était une réécriture de La Petite Sirène, si je ne me trompe pas. On continue avec les suites de saga, une BD qui sort le 30 août. C'est Les Sœurs Grimley, le tome 6 de Di Gregorio Giovanni aux éditions Dupuis. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé moi les premiers tomes, donc peut-être que je me procurerai le tome 6. Mon fils, je crois, m'a fait acheter le tome 5. On avait lu les premiers tomes à la médiathèque et je crois qu'il m'a fait acheter le tome 5. Donc bon, il y a des chances que, voilà, un de mes fils, si on va en librairie qui tombe dessus, il y a des chances qu'il me le fasse acheter ce tome 6. Et enfin, le 30 août va sortir Détective en jupon, le tome 1, Le Vicomte assassin de S.D. Fisher, panique chez les Beaugency. À la veille de ses fiançailles, vouée à sauver sa famille de la ruine, l'impétueuse Clarisse s'est enfuie de chez elle en pleine nuit. La raison ? L'heureux élu, le sombre et mystérieux Silver de Quatrevaux, est soupçonné d'avoir tué ses 2 premières épouses. Afin de ne pas perdre la face, ni cette précieuse opportunité, sa mère n'a pas le choix. Elle doit trouver une remplaçante, le temps de remettre la main sur son indocile de fille. Qui de mieux pour cela que Nina, la demi-sœur de Clarisse, qui lui ressemble trait pour trait. Propulsée héritière de la baronnie et fiancée du vicomte assassin, la jeune fille curieuse et pétillante doit tout faire pour maintenir la supercherie. Mais alors qu'elle s'évertue à se faire passer pour la sœur, tout en évitant autant que possible son promis, Nina entreprend de découvrir si oui ou non le ténébreux gentilhomme mérite bel et bien le sobriquet dont on l'a affublé, au risque de révéler le terrible secret et de tomber amoureuse. Voilà, donc ça va finir en roman sûrement, mais ouais, c'est pas mal, une petite enquête, léger. Pourquoi pas. Donc voilà pour les sorties du mois d'août. Il y en a quand même pas mal. Il y en a vraiment qui m'ont l'air très très intéressantes, qui m'intriguent beaucoup. On verra si je craquerai. Je résiste. J'essaye de craquer le moins possible parce que voilà, début d'année a été rempli de craquage. Donc j'essaie de moins craquer possible. Mais bon, faudrait pas qu'on aille faire un tour en librairie parce que ça serait pas bon pour le porte-monnaie et pour le craquage. Mais on va résister, on va essayer de résister. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.